Voilà, effectivement, moi je vous propose une mini synthèse d'une recherche qualitative que nous avons menée durant l'année académique 2014-2015. Alors comme on vient de vous l'expliquer, au niveau du contexte, on se trouve en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles. Et le cours dont je suis responsable est un cours qui se donne dans la dernière année de formation du pharmacien. C'est le cours de soins pharmaceutiques en officine et stage. Cette dernière année de formation en Belgique, elle est un petit peu particulière parce que l'étudiant va commencer par 4 semaines de cours en auditoire et puis il va partir pour 1 mois de travaux pratiques, mais surtout 6 mois de stage en officine, encadré par un maître de stage agréé par l'université. C'est donc logiquement la 5e année de la formation de pharmacien. Alors ce cours de soins pharmaceutiques, il est construit comme un parcours pédagogique qui va alterner différentes périodes. Il va consister en 4 séances de cours en auditoire pendant les 4 premières semaines qui sont données sous la forme de classes inversées. Et puis les étudiants partent en stage, l'expérience vécue en stage fait partie du cours et ils reviennent par petits groupes, environ 1 jour par mois chacun, sur le site pour avoir alors assisté à des séminaires en plus petits groupes. L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de tisser des liens entre le socle de connaissances qu'ils ont acquises et la pratique professionnelle du pharmacien d'officine ouverte au public. Il va falloir former ces étudiants à devenir des professionnels compétents, capables de prodiguer des soins pharmaceutiques par rapport à tous les types de demandes ou de situations qu'ils vont rencontrer en officine. Alors ces situations rencontrées en officine, elles sont tellement innombrables qu'il nous a semblé d'emblée impossible de toutes les anticiper ou de toutes les imaginer. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix pour ce cours de centrer l'apprentissage sur celui d'une démarche structurée de prise en charge qui permettrait d'appliquer des soins pharmaceutiques face à tous les types de demandes rencontrées à l'officine. Alors vous allez voir ici la carte conceptuelle qui représente vraiment le cœur du dispositif et qui permet de représenter la démarche finalement, quel que soit le type de situation qui amène le patient à rentrer dans une officine ouverte au public. Et vous voyez qu'il y a 3 phases importantes, une phase d'analyse dont le contenu va dépendre de la situation, une prise de décision par le pharmacien et puis une phase d'information. Et puis dans cette année 2014, il nous a semblé important de questionner la cohérence et la pertinence des choix pédagogiques qui avaient été posés, d'où l'idée de mener une recherche avec une question qui a émergé, qui était celle de l'intérêt finalement de l'apprentissage d'une démarche structurée à laquelle on entraîne les étudiants sur base de situations typiques, de situations authentiques. Alors pour mener cette recherche, essayer de répondre de manière argumentée à la question, nous nous sommes fixés 2 objectifs. Le premier était de voir quelle était l'appropriation de cette démarche par les étudiants à un moment donné de leur parcours. Et nous avons choisi comme moment la fin des 4 matinées de cours, donc le moment où les étudiants vont débuter leur stage. Le deuxième objectif était de voir comment les étudiants passaient d'une étape à l'autre de la démarche, quels étaient les processus mentaux de raisonnement qu'ils mobilisaient pour passer d'une étape à l'autre de cette démarche. Alors, il nous a fallu choisir un cadre théorique sur lequel nous appuyer pour cette recherche. Concernant le premier objectif, sans rentrer trop dans les détails, mais nous nous sommes intéressés au parcours que devait traverser un professionnel pour développer ses compétences, pour devenir un professionnel compétent, et de là pouvoir évaluer quelle allait être la progression que nous pouvions attendre des étudiants par rapport à l'appropriation de la démarche. Alors évidemment, ce parcours à traverser dépasse la seule acquisition d'un socle de connaissances, même si ce socle bien installé, bien construit, bien fixé en mémoire est important. Il s'agit d'un développement qui est continu du professionnel. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs modèles qui permettaient de décrire ce parcours du professionnel
avec des échelles différentes. Et celui qui a particulièrement retenu notre attention, c'est plutôt un modèle qui se basait sur l'évolution de l'expertise professionnelle. Ici, ce modèle-là, qui a retenu plus particulièrement notre attention, contient 5 niveaux. Et vous voyez qu'il met bien en évidence des concepts qui ont déjà été abordés dans les présentations précédentes. C'est cette étape de cette évolution de l'étudiant dans sa professionnalisation, avec des niveaux différents, pour arriver au fait d'être un professionnel compétent qu'on pourrait considérer comme étant le stade nécessaire à l'entrée dans la profession. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on voit que cette évolution, elle ne se termine pas au moment du diplôme, mais elle se continue. Le professionnel va alors continuer d'améliorer et de mettre à jour ses compétences, ses capacités et développer sa professionnalité. Ici, dans ce modèle, il y a 5 niveaux qui sont décrits et chaque niveau était caractérisé de manière assez précise pour montrer, par exemple, ici, un étudiant novice sera un étudiant qui sera capable d'appliquer ses connaissances, mais de façon rigide, sans prendre beaucoup de recul, et qui, du coup, va focaliser son attention sur des faits plutôt isolés. Alors qu'un étudiant qui aura atteint un niveau compétent par rapport à une compétence particulière va ajuster ses choix aux besoins spécifiques de chaque personne. Il va certes manquer encore de vitesse et de souplesse, mais on pourra estimer, se rendre compte qu'il a une pratique sécuritaire et efficace. Concernant notre deuxième objectif, l'investigation des processus de raisonnement mis en œuvre par l'étudiant, là, nous avons réalisé un état des lieux des connaissances autour du raisonnement clinique dans les professions de santé pour nous rendre compte qu'il n'y avait pas de modèle validé du raisonnement clinique typique du pharmacien d'officine ouverte au public, alors que plusieurs modèles de raisonnement clinique dans différentes professions de santé ont été décrits. Plusieurs modes de raisonnement sont décrits, analytiques, non analytiques. Et finalement, un modèle théorique qui, lui, de nouveau, a retenu notre attention comme base de notre cadre théorique, puisqu'il intégrait les apports des différentes recherches autour du raisonnement clinique. C'est ce modèle-ci dans lequel vous voyez qu'on a en permanence une mise en commun de la réalité du patient et de la réalité du professionnel. Le professionnel va construire sa représentation du cas au fur et à mesure de sa prise en charge du patient, tout en élaborant en parallèle des stratégies d'intervention. Et pour cela, il suit un cycle continu qu'on voit au centre d'analyse, réflexion, investigation, planification de la suite, en s'appuyant sur ses ressources externes, ses ressources personnelles. Et finalement, il arrive à une représentation finale qui va lui permettre de décider d'une intervention. Et là, ce n'est pas terminé. Sur base de cette intervention et de sa représentation finale, il enrichit ses propres ressources et il enrichit les ressources du patient. C'est ce modèle qui nous a permis d'analyser les raisonnements les processus mentaux mis en œuvre par les étudiants. Alors, une fois ce cadre théorique défini, nous étions prêts alors à mettre en place la recherche qualitative. Nous avons choisi de définir une mise en situation bien concrète, la plus authentique possible, et de proposer aux étudiants de jouer le rôle du pharmacien face à une patiente fictive et de leur demander de résoudre le cas. La manière dont l'étudiant résolvait le cas était filmée pour nous permettre ensuite d'analyser les étapes de la démarche qu'ils avaient utilisées et commencer bien sûr par voir s'ils avaient utilisé la démarche ou pas. Tout de suite après cette mise en situation, un entretien d'explicitation était mené, lui aussi filmé. Cet entretien d'explicitation se basait sur une rétroaction vidéo du jeu de rôle qui venait d'être joué par l'étudiant et permettait de demander à l'étudiant de verbaliser ses actions par rapport à la résolution du jeu de rôle. Et ce matériel nous permettrait d'analyser les processus de raisonnement mis en place. Une fois les données récoltées, nous les avons analysées selon la stratégie de traitement de données que vous voyez décrite ici. Et donc, l'ensemble du matériel audio a été retranscrit, puis tout ce qui concernait la résolution du cas était trié d'un côté, tout ce qui concernait les entretiens d'explicitation séparés.
Et l'ensemble du matériau qui constituait la résolution du cas a ensuite été codé en utilisant comme code les différentes étapes de la démarche telle qu'elle était attendue, la démarche optimale pour la mise en situation qui avait été créée. Pour ce qui constituait les entretiens d'explicitation, là, le codage a été réalisé en utilisant comme code les différentes étapes du raisonnement clinique. Alors, cela nous a permis d'avoir des résultats pour nos deux objectifs. Pour ce qui concernait l'appropriation de la démarche, on a pu, comme ici vous le voyez dans l'exemple que j'ai repris ici, l'exemple d'Arthur, ça nous permettait d'avoir, en fonction des étapes de la démarche qui étaient attendues, la partie de droite où vous voyez le déroulement chronologique de la prise en charge réelle de cet étudiant-là. En vert, tout ce qui concerne l'analyse, en rouge, les moments où il prend une décision, et en bleu, la partie information. Ici, donc, par exemple, la première question d'Arthur concernait la chronicité de la céphalée exprimée par la patiente. Et puis, sa deuxième question tournait autour des caractéristiques de la céphalée. On a pu faire ça pour chaque étudiant. Ces vues d'ensemble comparées entre elles nous ont alors permis de tirer déjà quelques conclusions. Ce qu'on a pu observer, c'est que tous ont eu recours à la structure de la démarche qui avait été travaillée pendant les 4 matinées de cours. On voyait distinctement analyse, décision, information. On a évidemment observé des différences entre les participants. Et puis, on a pu, et là c'était plutôt encourageant, on a pu se rendre compte que là où on s'attendait, on aurait pu s'attendre à ce que les étudiants soient à un niveau d'expertise novice, puisqu'ils n'avaient aucune expérience de pratique professionnelle. Ils avaient eu uniquement les 4 matinées de cours d'introduction à la démarche pharmaceutique. Là, on a pu se rendre compte qu'ils atteignaient pourtant déjà, en fonction des étudiants, un niveau d'expertise intermédiaire à compétent. Concernant le deuxième objectif, on a pu voir le type de résultat suivant, c'est-à-dire mettre en forme, en fonction des étapes de la démarche utilisée. Donc la première colonne représente le déroulement chronologique de la prise en charge d'Arthur, et non plus celle qui était attendue globalement. Et puis une mise dans une grille de la séquence des processus de raisonnement mobilisés par Arthur à chaque étape de sa démarche. De nouveau, la comparaison de ces différentes vues d'ensemble et des analyses plus fines de l'entretien de chaque étudiant nous ont permis de retirer des éléments importants. Le plus important étant la confirmation que les étudiants, comme ça a été décrit dans plusieurs recherches, utilisent un processus mixte de raisonnement, à la fois analytique, non analytique et toujours en interaction permanente avec la patiente. Analytique, donc c'est plutôt le fait de partir d'hypothèses en fonction de la plainte exprimée par la patiente, et puis d'éliminer ou de valider une partie de leurs hypothèses au fur et à mesure de la récolte d'informations complémentaires. Non analytique, c'est plutôt le fait de chercher des caractéristiques ou des similarités avec des cas vécus ou des cas travaillés pendant les cours. On a pu voir aussi qu'ils utilisaient l'ensemble des processus qui étaient décrits dans le modèle de notre cadre théorique, et qu'ils avaient tous conscience du rôle du pharmacien et des limites de son champ de compétences, ce qui est important dans l'étape de professionnalisation de l'étudiant, puisqu'il montre ainsi qu'il se crée une identité professionnelle. Alors finalement, la question qui était posée, on a pu y répondre de manière argumentée et se rendre compte que c'était certes un choix intéressant pour accompagner les étudiants dans leur professionnalisation et dans le contexte de la formation en Belgique, puisqu'on a vu qu'il leur permettait, même si on n'était encore qu'à 6 mois de la fin de leur formation, cette acquisition d'une démarche leur permet de résoudre une situation authentique et tout à fait inédite pour eux. Elle leur permet d'activer leurs connaissances en permanence, d'organiser leur prise en charge. Elle renforce dès lors leur autonomie et soutient leur réflexivité. Elle doit être associée à l'apprentissage du raisonnement clinique. Une démarche en soi est juste une structure, un fil conducteur. Il faut aider les étudiants à passer d'une étape à l'autre de cette démarche de la manière la plus efficace possible.
Et au-delà de l'apprentissage du raisonnement clinique de manière implicite, il faut effectivement aussi construire en parallèle un répertoire de cas cliniques, puisqu'on a vu qu'ils fonctionnaient avec des modes de raisonnement mixtes, analytiques et non analytiques. Alors finalement, ça nous a permis de réaliser que la démarche proposée était utile, qu'elle était authentique, qu'elle doit être associée à celui du raisonnement clinique. Et donc c'est dans cette direction-là qu'on a choisi d'avancer, tout en enrichissant le répertoire de cas cliniques. Et puis je terminerai par un aspect intéressant découvert pendant cette recherche-là. C'est vraiment l'intérêt pédagogique de cette méthode utilisée dans le cadre de la recherche, cette méthode de rétroaction vidéo. Alors, on a parlé tout à l'heure de jeux de rôle, de simulation, du fait qu'il était compliqué aussi d'avoir une caméra qui filme. Malgré tout, si on arrive à mettre les étudiants suffisamment à l'aise, ça le permet vraiment à chaque étudiant d'avoir un recul sur sa propre manière d'analyser la situation. Et enfin, le fait d'expliciter aux étudiants, dans le cadre du cours, le modèle que je vous ai montré brièvement de développement de l'expertise professionnelle est un atout aussi, puisqu'il leur permet de comprendre où on les emmène, pourquoi on travaille de cette manière-là. Et il leur permet aussi d'être rassurés sur le fait qu'à un moment donné, on est novice et puis on avance et on n'a jamais fini d'avancer. Voilà. Merci pour votre attention.